자기가 혼자 남아. C'est le KTX, le train à grande vitesse, qui va m'emmener jusqu'à Daegu, la première de mes 7 prochaines étapes au cœur de la Corée. Situé à environ 250 km de Séoul, Daegu compte 2,5 millions d'habitants. C'est la 3e ville du pays. Si la réservation d'hôtels sur le net a un côté pratique, on n'est pas toujours satisfait en y arrivant. C'est le cas aujourd'hui. Une sorte de backpacker, un truc de Jones. Certes, j'ai bien comme prévu une chambre seule, mais située au beau milieu d'un dortoir. C'est franchement plus de mon âge. Allez, pas de mauvais esprit, on en verra d'autres. À Daegu, tout ce qui est censé soigner, soulager, voire guérir, se négocie ici. Des quartiers entiers de grossistes en plantes médicinales font de la ville la capitale de la pharmacie traditionnelle coréenne. Mais c'était écrit dans mon guide, Daegu est une ville industrialisée, mais fort peu attrayante pour le touriste. Et c'est vrai. Mais si je me suis arrêté dans cette ville, c'est pour une excursion à une 60aine de kilomètres d'ici, où se trouve le temple de Haein, le temple le plus visité de toute la Corée. D'abord le métro, puis le bus pendant 1h30, à travers une campagne où les rizières d'un joli vert tendre occupent le fond d'une vallée qui s'inue entre les montagnes. On atteint le temple Haensa, fondé en 802, sur les flancs boisés et rocheux du mont Gaïa, après une marche de 20 minutes dans un environnement enchanteur fait de torrents, de cascades et d'arbres majestueux. Entre la porte d'entrée et le haut du monastère, il nous faudra monter 108 marches. Chaque marche franchie symbolise l'abandon de l'un de nos 108 désirs qui nous assaillent. On ne saurait visiter un temple bouddhiste sans sacrifier à la purification du pénitent, en buvant un peu de cette eau sacrée qui coule dans tous les lieux religieux.
La partie supérieure du temple s'appelle le Tripikata, un trésor national. Bien à l'abri dans le Jangjong Pangjeo, 4 bâtiments parmi les plus anciens du pays forment un rectangle autour d'une cour centrale où sont précieusement conservées 80 000 tablettes de bois gravées entre 1237 et 1248, appelées Tripikata, la collection la plus complète des lois, traités et autres textes bouddhistes qui nous soient parvenus. C'est derrière ces fenêtres à claire-voie que sont soigneusement rangés les Tripikata, qui ne sont pas accessibles au public. Seuls des fac-similés sont proposés aux visiteurs, à côté de l'entrée du Jangjong Pangjeo. Par crainte d'une invasion du pays par les Mongols, les moines ont gravé sur près de 80 000 tablettes en bois tout l'enseignement du Bouddha, le protégeant ainsi d'une destruction certaine. Quand a été construit le Tripitaka Koreana? Pouvez-vous nous parler de son contexte historique? La réalisation du Tripitaka Koreana a duré 16 ans. En 1236, la Corée avait été envahie par les Mongols. La capitale avait dû être relocalisée et le peuple était dans une période de trouble. Les 80 000 pages du Tripitaka ont été achevées en 1251. Vous voyez, il y a beaucoup de caractères. On collait le papier à l'envers sur le bois gravé au couteau et on obtenait ainsi des copies à l'infini. L'écriture est régulière. Il n'y a aucune faute. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un Tripitaka parfait. Ce sont des caractères chinois. Les pensées du Bouddha ont été enseignées en Inde, puis au Sri Lanka. Et c'est en passant par la Chine que cette pensée est arrivée en Corée. Donc, le bouddhisme coréen vient de Chine. C'est pourquoi les livres sacrés sont en caractère chinois. Le Tripitaka est entièrement fait de bois. Et le bois est très sensible à l'eau et à l'humidité. Si les tablettes ont été conservées parfaitement pendant 700 ans, c'est grâce à la structure du bâtiment abritant le Tripitaka. D'une part, il y a les fenêtres. Celles d'en haut sont larges et celles d'en bas petites. Grâce à leur disposition, elles permettent une parfaite circulation de l'air et un ensoleillement idéal. Ensuite, le sol est composé d'un mélange de chaux, de terre sablonneuse, de terre jaune, de sel et de charbon de bois. Le sel et le charbon absorbent l'humidité quand il pleut. Et quand il ne pleut pas et que le soleil tape fort, l'humidité ressort pour que l'intérieur conserve un bon taux d'hygrométrie. La composition du sol, c'est le secret caché.
On sonne 4 objets pour réveiller tous les êtres. On appelle ça les samouls. La grande cloche, le grand tambour, le tambour poisson et la plaque nuage. Le bâtiment où reposent les samouls est appelé Bumjonggak. Le tambour poisson en bois sert à réveiller les créatures aquatiques. La plaque nuage est destinée aux créatures qui volent. C'est pour ça que nous faisons sonner les samouls. Je me suis laissé dire que là-haut, dans la montagne, avait séjourné voici quelques siècles un ermite nommé Yerang et qu'il y avait trouvé l'illumination. Je ne saurais résister à une telle invitation. Après une bonne demi-heure d'ascension, je découvre enfin l'ermitage. Un ermitage bien actualisé. Cette petite escapade montagnarde m'aura occupé jusqu'à l'heure du départ du bus qui me ramènera à Daegu et ses millions d'habitants, bien loin du calme et de la zénitude de ce joli temple d'Aïnsa. Départ pluvieux vers la ville d'Andong, distante d'une centaine de kilomètres.
seulement 200 000 habitants, on respire mieux. Andong est le berceau du confucianisme coréen et a été pendant plusieurs siècles la ville des lettrés. Sinsedong, la pagode aux 7 étages, la plus haute et la plus ancienne pagode de briques du pays. Haute de 17 mètres, elle fut construite vers le 8e siècle. Mais l'incontournable quand on est à Andong se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville, Aoe Village, un village historique fondé au XIVe siècle. Aoe, qui signifie village enveloppé d'eau, se love paresseusement dans un méandre du fleuve Nakdong. Ses habitants vivent et travaillent ici. Le plus souvent, ils exploitent les terres qui bordent le village. Les champs de coton et les rizières y sont nombreux. Comme partout en Corée, il y en a plusieurs milliers dans le pays. Une église chrétienne. Elle accueille probablement un grand nombre de fidèles, 40% de la population coréenne pratiquant le christianisme. Deux types de constructions composent le village, des maisons de torchis au toit de chaume réservées aux roturiers et de solides maisons aux lourdes charpentes et toitures de tuiles qu'habitaient les familles dirigeantes, puisque l'organisation du village qui reflète la culture confucéenne aristocratique de l'époque était clanique. La disposition et l'emplacement du village, abrité par les montagnes boisées, face à la rivière, permettait de tirer une nourriture à la fois physique et spirituelle, comme la culture confucéenne de l'époque l'imposait. Cette maison, la plus ancienne d'Anoé, est classée aux trésors nationaux coréens. Au cœur du village, un arbre vénérable de plus de 600 ans dédié à la divinité de la fertilité. On vient aussi l'implorer pour toute demande de bonheur dans la vie. Le village médiéval d'Aoe est considéré comme le plus authentique du pays. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, suite à la visite de la reine Elisabeth d'Angleterre, qui le 21 avril 1999 était venue ici fêter ses 83 printemps. Nous voici maintenant à l'est d'Andong, à une dizaine de kilomètres de la ville. Le temple d'Osansoon est une académie confucéenne où, au XVIe siècle, le lettré Yi Hang y enseignait le nouveau confucianisme coréen. Cette académie est vénérée tant en Corée qu'en Chine. Aujourd'hui encore, Yi Hang occupe une place prépondérante dans la culture coréenne,
à tel point que son portrait se retrouve sur le billet de 1000 won, le billet le plus courant en Corée. Mais un séjour à Andong ne saurait oublier un passage obligé par un restaurant offrant à sa carte ce qui fait à la ville sa renommée culinaire nationale, le maquereau grillé. Un peu plus au sud, un peu plus à l'est, Jeongju. Jeongju est considérée comme un musée à ciel ouvert. Elle fut la capitale de Silla durant tout un millénaire. 56 rois se succédèrent sur le trône avant de reposer dans des tombes tumuli couvertes de gazon. Les quelques 200 tombes recensées à Jeongju sont réparties dans 3 parcs qui se succèdent. C'est dans le parc d'Areungwon que l'on trouve le plus grand nombre de tombes. Ici, l'entretien des pelouses est particulièrement minutieux. Un personnel très spécialisé applique un traitement quasiment brin par brin. La balade entre les courbes lisses des tumuli couverts de leur toison verte est très reposante. Ce paysage étrange et presque fantastique est réputé pour être le seul au monde. Bien que plus discrets que les pyramides d'Égypte, ces monticules ont pourtant la même raison d'être. Voisinant le parc, un quartier ancien aux petites rues étroites. Un quartier ancien qui pourrait bien disparaître pour des habitations plus chics, plus chères, plus raffinées, plus traditionnelles dans leur architecture.
C'est le dernier des 3 parcs, c'est le plus grand. Si bien sûr on y trouve toujours des tumuli, c'est un grand espace de plusieurs kilomètres de long où la population locale et les touristes viennent se promener à travers les pelouses, les parterres de fleurs, les forêts de pins coréens, les champs de fouilles archéologiques. Ici l'observatoire astronomique, construit au 7e siècle. Pour terminer ma première journée de visite à Gyeongju, un détour par Hanok Village. Un village ancien, enfin reconstruit à la façon d'eux. Et maintenant, retour en ville et à ses tentations. C'est mon hôtelier qui me l'a chaudement recommandé. Le son et lumière sur le site historique de la ville est à ne pas manquer. Et pour commencer, le Gonggung Palace, le palais secondaire des rois de Silla. Son reflet sur l'eau de l'étang sur lequel il est construit est du plus bel effet. Retour dans le parc au Tumuli pour observer l'observatoire. Construite sous le règne de la reine Seondok vers l'an 650 pour regarder la voûte céleste.
Hautes de 10 mètres, les 361 pierres et demie de granit utilisées pour sa construction représentent le nombre de jours du calendrier lunaire. Ici s'est terminée notre excursion nocturne que personnellement j'aurais espéré un peu plus intéressante. Aujourd'hui, la journée commence par la visite du musée national. Si certaines pièces datant de 8000 avant Jésus-Christ nous sont présentées, l'essentiel du musée est toutefois consacré à la période du royaume de Silla, qui s'étala de 57 avant Jésus-Christ à l'an 935 de notre ère. La plupart des objets exposés ont été découverts lors de fouilles de tombes, mais aussi dans le lac du Palais Royal. Les plus spectaculaires sont bien évidemment les objets d'or, bijoux, vaisselle, attributs royaux, couronnes, qui marquaient la puissance des souverains. Entre deux pavillons d'exposition, une petite pause récréative pour les enfants mais aussi pour les grands. Dans un dernier pavillon, on trouvera toute une exposition sur l'art bouddhique, vestiges eux aussi retrouvés lors de fouilles de la région. On quitte le musée pour retrouver le parc de la tour d'observation et ses tombes des rois du royaume de Silla, la période la plus importante dans l'histoire de la Corée, puisque c'est au cours de cette période, durant le 7e siècle, que le roi Munu parvint à unifier la Corée, qui était divisée en 3 royaumes. Aujourd'hui samedi, un grand nombre de Coréens se retrouvent dans le parc avec pour certains le costume traditionnel qui semble-t-il a toujours beaucoup de succès dans le pays.
C'est d'ailleurs un commerce florissant si l'on en croit le nombre de boutiques qui louent ses vêtements. On quitte le parc de l'Observatoire par un joli petit bois de pin coréen et c'est un autre village, un village d'hier ou d'avant-hier, reconstruit à l'ancienne, où la population locale prend beaucoup de plaisir à venir s'y promener. Peut-être pour assouvir un petit sentiment de nostalgie, même si par bien des côtés, ce Hanok Village pourrait nous faire penser à un parc d'attractions. Et comme nous sommes en fin de semaine, les fanfares sont de sortie. On trouve dans Hanok Village de nombreux points de restauration. Celui-ci doit jouir d'une réputation exceptionnelle vu la longue file d'attente qui patiente sous le soleil. Nous voici chez le glacier confiseur où on assiste en direct à la fabrication très artisanale d'une confiserie réalisée à partir de riz gluant qui entre dans la composition de la fameuse coupe glacée maison. On peut considérer que nous sommes maintenant sur la place du village où un spectacle est donné à la population. Et tout d'abord, l'art lyrique traditionnel. Puis, toujours traditionnel, un cortège royal ou au moins seigneurial.
Une fois encore, la fabrication du bonbon traditionnel, cette fois jusqu'à la fin de la recette, est tirée en petits boudins. On le roule dans la poudre de haricots rouges avant de le sectionner à la dimension voulue. Deux heures de route et je serai à Busan, la deuxième ville de Corée, au sud-est du pays, au bord de la mer du Japon. Le temps de déposer mes bagages à l'hôtel et me voici déjà dans le métro. Un métro on ne peut plus clean, au sol sans tache, sans chewing-gum, sans mégots qui ferait rêver bien des ménagères. Face à la gare centrale, quelques manifestants fustigeant la Corée du Nord avec banderoles en appelant au président Trump. Le temps de prendre une petite collation dans un restaurant dont j'ai le secret. Et me voici, bien que toujours dans la ville de Busan, au cœur d'une nature verdoyante, où torrents, bambous et glycines vont m'accompagner jusqu'au temple de Boméosa. Bâti dès 678 sur les pentes du mont Gumjeongsan, il s'étend sur 3 terrasses et figure parmi les plus beaux temples coréens. Ici où tout est calme, tout est beau, on ressent peut-être encore plus qu'ailleurs une ambiance pleine de zénitude. Cerné d'arbres plus que centenaires, il est facile de se laisser envoûter par le son des clochettes que le vent anime aux 4 coins du monastère. C'est l'endroit idéal pour s'adonner à la méditation. Ce temple de Boméosa doit son nom à la légende du poisson doré, Boméo était son nom, qui serait descendu du nirvana sur un nuage coloré, pour vivre sur terre, mais dans un puits d'or. La majeure partie de son économie est due à la pêche. C'est la marée de petits étals installés à même la chaussée, face au port et dans les rues adjacentes, tous ou presque tenus par des femmes, mais aussi un nombre incalculable de petits restaurants façon guinguette où l'on mange à toute heure.
Allez savoir pourquoi. Au beau milieu des maquereaux, poulpes, poissons séchés et 1000 autres petites gourmandises, un marchand de chaussures. Cherchez l'erreur. Évidemment, j'en ai même profité pour goûter aux joies de la mer. J'ai même testé la table basse coréenne. Mais à ma manière, pas question de m'asseoir en tailleur. Ensuite, j'ai voulu voir la mer, et j'ai pas vu la mer. Il s'est mis à pleuvoir dru, et j'ai renoncé. Sinon, ligne numéro 1, station 118. Nous sommes dans le quartier de Bomnagol, un haut lieu de la street gastronomie. C'est là que s'achève mon séjour à Busan. Mais la balade en Corée est loin d'être terminée. Demain matin, je prendrai le bus pour d'autres horizons.